De retour dans le carrefour de l'info, Laurent Hénart est notre invité, le maire de Nancy, président du mouvement radical. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur le maire, pour répondre à la demande de Bruxelles, qui a fixé l'objectif de 90% de bouteilles en plastique recyclées d'ici 2029. La secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, a annoncé vouloir relancer le système de consigne. Elle l'a annoncé dans les colonnes du Parisien, d'ailleurs, aujourd'hui. Brune Poirson, on va en parler ensemble parce que vous, à Nancy, d'un point de vue local, vous avez déjà mis en place plusieurs choses. Avant d'en parler, est-ce que pour vous, ce système de consigne, il peut être efficace ? Oui, bonjour d'abord. Oui, moi je pense que le système évidemment peut être efficace. Quel est le sujet ? Le sujet, c'est d'amener à utiliser moins le plastique, c'est surtout de favoriser le plastique recyclé. Et on a vu avec le verre qu'à un moment donné, quand on a lancé le recyclage, des systèmes de consigne, dans beaucoup de pays européens d'ailleurs, avaient été efficaces. Donc je pense que si on veut le même résultat sur le plastique, le système de consigne est un bon outil. Alors après, il faut le mettre évidemment en place avec, je dirais, l'ensemble de la chaîne, notamment de distribution, pour que ça rentre dans le quotidien des Français assez facilement. Mais on sait que quand on met une petite incitation financière, ça fonctionne toujours un peu mieux en France. C'est-à-dire ? Le fait que si vous utilisez votre emballage plastique et que vous le rapportez parce qu'on vous remboursera le dépôt de consigne que vous avez versé, quelques centimes d'euros si j'ai bien compris, ça, je pense que les gens le feront. Donc ça, vous pensez que ça peut inciter les gens à Ce sera efficace, oui, j'en suis convaincu. Dès aujourd'hui, il y a un comité de pilotage qui doit définir donc, les modalités de mise en œuvre de ce dispositif en France, donc pour améliorer la collecte des emballages usagés. Est-ce que c'est un énième comité ou est-ce que cette fois, ça peut vraiment fonctionner et avancer rapidement ? Moi, je pense que ça dépend de la composition du comité. Il faut effectivement qu'il soit tourné avant tout vers des gens qui sont des praticiens du sujet. Mais il y a un vrai sujet emballage. Quand on est maire de ville, moi je vois à Nancy, le développement des ventes à emporter, le développement aussi bien sûr de la vente par Internet. Tout ça fait qu'on a beaucoup plus de déchets d'emballage sur la voie publique, dans les parcs, on a des phénomènes de décharge sauvage dans les rues. Donc c'est clair que sur le sujet des emballages, et le plastique est le plus nuisible aujourd'hui des matériaux d'emballage, il y a besoin de changer complètement le système mis en place. Voilà, il faut que les producteurs, les distributeurs soient amenés à changer leur approche du sujet des emballages et que les concitoyens aussi évoluent sur le sujet. Si le comité peut permettre de rassembler tout le monde, experts, collectivités locales, producteurs et distributeurs, représentants des consommateurs aussi bien sûr, tant mieux. Il faut plutôt faire par le contrat que par la contrainte seulement. Alors là, certains commentaires, certaines réactions après l'annonce de la ministre, de la secrétaire d'État, les ONG écologistes préféraient, eux, prévenir plutôt que guérir, c'est-à-dire plutôt freiner la production d'emballages plastiques qu'essayer de les limiter. Alors est-ce que c'est mettre un pansement sur une jambe de bois, ce système de toujours agir une fois que le plastique existe, que les emballages sont déjà utilisés ? Je pense qu'on a quand même un système qui recourt massivement maintenant au plastique dans les contenants et dans les emballages produits. Donc je pense qu'il faut faire avec, il faut faire évoluer ce système. Rendre systématique le recyclage, c'est le but de la consigne, est un premier pas important. Après, c'est vrai qu'il faut pousser vers des emballages biodégradables. Je vois par exemple à Nancy, pour cette rentrée, on mettra en place dans les cantines de la ville, et l'Université de Lorraine nous a aidés pour ça, des emballages biodégradables pour le conditionnement des repas, et non plus des emballages avec du plastique. Donc c'est quelque chose qui peut se faire. En revanche, à chaque fois, c'est assez long à imaginer. Là, il y a eu un travail de près de 18 mois avec l'université pour trouver le contenant biodégradable sans plastique qui permettait quand même de respecter les normes d'hygiène et de sécurité alimentaire pour les enfants. Oui, c'est une chose qui prend du temps. Laurent Jacobelli, délégué national du Rassemblement national, nous a rejoint. Bonjour, merci d'être avec nous concernant cette mesure, ce comité qu'a annoncé Brune Poirson aujourd'hui, et puis cette volonté de vouloir respecter les demandes de Bruxelles sur les objectifs de 90% de bouteilles en plastique recyclées d'ici 2029. Est-ce que vous aussi, vous pensez que c'est faisable ? Alors, l'objectif est très noble. Je pense que personne ne dira qu'il ne faut pas recycler, qu'il ne faut pas trouver, comme vous le disiez, Monsieur Hénart, des matériaux biodégradables pour améliorer notre environnement. Et vous savez, avec ce gouvernement, on sait qu'à chaque fois qu'il y a un comité, qu'il y a un débat, ça veut dire qu'on repousse le sujet. Donc, c'est déjà un phénomène un peu inquiétant. Non, on peut se dire quand même qu'aujourd'hui... C'est quelque chose qui va être mis rapidement en place. Et puis, il y a la loi aussi qui va... D'accord, mais il faut des décisions. Or, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on le voit avec le tri sélectif, avoir des décisions ambitieuses et avec des vœux pieux, c'est toujours agréable, mais sauf qu'il faut les effets derrière. Or, aujourd'hui, beaucoup de Français trient leurs déchets.
pas assez, mais beaucoup le font, et on s'aperçoit que ces déchets sont parfois envoyés au bout du monde, notamment en Asie. On a vu des reportages récemment où ils ne sont pas traités et où ils sont mis dans des décharges à ciel ouvert, créant loin une pollution beaucoup plus grande que s'ils étaient restés en France, sans compter la pollution carbone due au trajet, puisqu'ils font des dizaines de milliers de kilomètres. Il y a quand même un problème de tri, si je peux me permettre, juste un chiffre. Un total de 68% des emballages ont été recyclés en 2017, selon Citeo, qui est un organisme chargé de la gestion des déchets ménagers. Mais le problème, c'est plutôt sur la quantité de produits de plastique, notamment, et d'aluminium. On l'a dit, 57% pour le plastique, 42% pour l'aluminium. Comment est-ce qu'on explique ces chiffres? Pourquoi est-ce qu'on ne trie pas les déchets? Mais il faut derrière les industries en France ou proche de la France, capables de recycler. Or, aujourd'hui, même si vous avez raison, tout n'est pas recyclé, une bonne partie est recyclée à l'étranger. Et je vous le dis, il y a des exportations, hier en Chine, aujourd'hui en Malaisie, en Indonésie, qui sont faites et qui terminent dans des décharges à ciel ouvert. Donc, décider que les Français doivent recycler ou utiliser des matériaux recyclables, c'est bien. Mettre en place, derrière les conditions et les investissements d'une filière de recyclage, c'est mieux. Ça créerait de l'emploi. Et c'est là que ce serait une démarche intelligente. Il y a quand même déjà beaucoup de choses qui se font dans ce domaine-là. Alors peut-être avec une réglementation d'État qui a changé trop souvent dans les 10 dernières années. Mais nous, à Nancy, on a évidemment mis en place beaucoup de mécanismes qui favorisent soit l'élimination des déchets qu'on ne peut pas recycler, soit évidemment la participation à des chaînes de recyclage. Alors c'est facile dans l'Est de la France parce qu'on est une région industrielle. On a les savoir-faire qui travaillent sur les matériaux, donc qui peuvent travailler sur le recyclage. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est... Au niveau national, parce que là, vous parlez du niveau local, mais est-ce qu'il faut que ça soit à l'échelle nationale? Mais l'échelle nationale ne se fera que parce qu'il y aura des initiatives locales. Un des défauts de la politique nationale, et notamment un des défauts de la politique du gouvernement depuis 2 ans, c'est de ne pas faire assez confiance et de ne pas assez s'appuyer sur les collectivités locales. Si vous commencez à organiser le tri et le recyclage depuis Paris pour la France entière, sans tenir compte de la force économique des territoires, des industries implantées, de la taille des collectes, de la taille des cités, et des systèmes de collecte déjà en place, qui fait une tarification incitative, qui n'en fait pas, par exemple, ce qui amplifie le phénomène de tri de déchets. Tout ça est à prendre en compte. La centralisation serait une erreur. Ce qu'il faut, c'est que l'État, clairement, définisse un cadre stable. En revanche, les collectivités, elles font des investissements qui durent sur 10 ans, 20 ans. Et ce qui est indispensable, c'est que l'État définisse une réglementation qui ne change pas tous les 6 mois et qu'il mette en place des dispositifs incitatifs, notamment pour les industries concernées. Rapidement pour finir sur ce thème-là, Jacobelli. Tous ces grands enjeux, l'écologie, le recyclage, mais on pourrait parler de tous les problèmes de société, notamment la dépendance des anciens, etc. Plutôt que d'y voir des opportunités économiques, l'État y voit toujours un moyen soit de taxer plus, soit de contraindre plus. Il faudrait retrouver un État stratège qui pointe des financements et des zones dans lesquelles investir pour que demain la France soit leader dans le recyclage, par exemple. Mais pour ça, il faudrait, je suis désolé, mais une politique d'État avec des investissements d'État si le privé ne le fait pas. C'est ce qu'ils sont en train d'essayer de mettre en place. Pour que demain nous puissions transformer les déchets. Aujourd'hui, la France est en sous-capacité de transformer les déchets. Donc ce que dit Madame Poirson, pour l'instant, est un vœu pieux. Pour l'instant, c'est un vœu pieux. Ça n'appartient qu'à vous pour l'instant. C'est mon analyse. En tout cas, on va s'intéresser maintenant à ce deuxième thème d'actualité, les grandes lignes de la réforme de l'assurance chômage qui a été présentée hier donc par Édouard Philippe, par le gouvernement, qui met en place notamment un bonus-malus. Il limite également les indemnisations des hauts salaires et revoit les règles d'indemnisation. On va revenir en détail avec vous deux sur certains points. Je voudrais qu'on commence par la dégressivité concernant le salaire des cadres. Les demandeurs d'emploi qui avaient un revenu de travail supérieur à 4 500 € bruts par mois verront leur indemnisation réduite de 30% désormais à partir du 7e mois. Est-ce que c'est une mesure juste pour vous, Laurent Hénart ? Moi, je pense que c'est une mesure nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus vous indemnisez longtemps les demandeurs d'emploi sans qu'il y ait de palier de dégressivité, sans qu'il y ait au bout de 6 mois des éventuelles réductions d'indemnité, plus vous retardez finalement l'entrée dans la vie active. Je veux dire, on voit bien qu'en France, on avait à un moment donné des dégressivités qui étaient réalisées dans l'assurance chômage. Elles ont été supprimées pour avoir une sorte de tunnel de 23-24 mois où le niveau d'indemnisation est le même tout le long de la période, et on voit que ça ne favorise pas la rapidité du retour à l'emploi. Donc à un moment donné, dans un pays où il y a des offres non pourvues, je crois que c'est bien d'inciter au retour le plus rapide à l'emploi. On parle de cadre, Après, il y a 2 conditions. La première condition, c'est que l'offre de formation soit aménagée
en fonction. Et c'est le sujet sur lequel peut-être il faut accélérer la marche au niveau national et surtout faire beaucoup plus confiance aux régions parce que c'est elles qui ont les moyens de formation au plus près du terrain. Puis deuxième condition, et là la mesure l'intègre, c'est d'essayer de ne pas traiter de la même manière des salariés avec des petits salaires et des salariés avec des salaires élevés. Et là, je crois que ce qui est positif, c'est que la mesure pour l'instant ne concerne que des cadres 4 500 euros bruts. Voilà, avec des rémunérations qui sont au-dessus nettement de la rémunération moyenne française. Laurent Jacobelli. Pourquoi ce gouvernement a la manie de toujours taper sur les victimes ? Quand les urgences sont en état d'embouteillage, on dit que les Français y vont inutilement, on s'en prend aux malades. Quand il y a un problème de pollution et que des gens sont obligés de prendre la voiture, on taxe ceux qui sont déjà obligés de subir les embouteillages. Le gouvernement entend répondre au problème du nombre de chômeurs. L'objectif, c'est quand même de baisser de 250 000 le nombre de chômeurs sur 3 ans et gagner 3 milliards. Oui, mais c'est pas comme ça. 500 millions. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, il y a un problème de chômage et on s'en prend aux chômeurs. C'est quand même aberrant. Si cette mesure avait une quelconque possibilité d'efficacité, on serait tous en train d'applaudir, sauf que elle s'adresse à 80 000 personnes. Elle ne s'adresse pas à l'ensemble des 6 millions de chômeurs. Donc vous voyez bien que c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau inutile. Et pourquoi est-ce qu'on commence par les cadres ? D'abord, c'est pour faire plaisir à la gauche. Mais demain, ça s'étendra. Demain, attendez, je termine mon raisonnement. Demain, ça s'étendra à tout le monde. Il n'y a pas 6 millions de chômeurs indemnisés. Bien sûr, malheureusement. Non, il n'y a pas 6 millions de chômeurs indemnisés par l'UNEDIC. C'est ce que je dis. Demain, ça s'étendra à tout le monde. Cette mesure va rapporter 200 millions. Aux assurances chômage. 200 millions, c'est exactement le montant qui a été voté l'année dernière pour l'intégration au travail des migrants. Il y a un moment, il faut gérer les priorités et il faut gérer le budget de l'action publique. La priorité, c'est de créer l'emploi. Stop aux travailleurs détachés et faisons en sorte que la commande publique aille à des entreprises publiques françaises pour créer de l'emploi. Laurent Jacobelli, si on peut revenir sur cette mesure dont je parlais, la dégressivité sur le salaire des cadres, est-ce que vous partagez cette ambition-là ou pas ? C'est une très mauvaise mesure qui va rendre des cadres en situation précaire et qui ne va créer aucun emploi et qui ne fera pas des économies remarquables. Je le rappelle, 200 millions d'euros, malheureusement, ce n'est pas à l'échelle. Donc une fois encore, on s'en prend d'abord aux cadres pour faire plaisir à la gauche et demain, on dira il faut étendre, ce sera plus 4 500 euros, ce sera 3 000, etc. Mais ça ne sert à rien. Une fois encore, on n'a pas un problème de chômeurs, on a un problème de chômage. Concernant une autre mesure, peut-être que là, vous allez être un petit peu plus en accord, le système de bonus-malus, cette fameuse taxe dont on parlait beaucoup de 10 euros par CDD d'usage, créée afin d'inciter les entreprises à passer des contrats plus longs. Est-ce que ça peut être efficace ? Est-ce que vous croyez qu'un patron de PME engage en CDD parce qu'il est content de donner une situation de courte durée à quelqu'un ? Le CDDU, pour le coup, là. C'est plutôt les CDDU qui sont visés. Mais pas du tout. Si demain, on a un cadre fiscal, législatif et des ambitions nationales qui sont fixes, pérennes et qui donnent de la visibilité aux chefs d'entreprise, ils seront peut-être plus enclins à engager en CDI. C'est là qu'il faut agir. Aujourd'hui, quelqu'un qui engage en CDD et qu'on va encore plus taxer, qu'est-ce qu'il va faire ? Il ne va plus embaucher du tout. Donc ça va accélérer le chômage. Il faut arrêter d'avoir une politique coercitive. Il faut arrêter de taper maintenant sur les chefs d'entreprise. Il faut arrêter la politique de taxes. Il faut créer des conditions favorables à l'emploi. Ça veut dire au contraire moins de taxes. Et je le répète. Ça visait aussi les grandes entreprises. Et je le répète, une commande publique destinée aux entreprises françaises. Morena. Monsieur Jacobelli, il nous fait un gloubi-boulga hallucinant quand même. Déjà, mélanger les crédits d'insertion professionnels, non pas des migrants, mais des personnes qui obtiennent le statut de réfugiés politiques. 200 millions. De réfugiés politiques. Je pense que c'est l'honneur de la République d'accorder l'asile à des personnes persécutées. C'est pas le problème. Donc, le problème, c'est ce n'est pas une immigration volontaire et choisie. Vous faites des amalgames que je trouve humainement contestables. Deuxièmement, sur le contrat d'usage. Moi, je crois qu'à un moment donné, c'est très sain de dire ceux qui consomment plus de crédits assurance chômage va être taxer un peu plus pour financer l'assurance chômage. C'est un système vertueux. C'est évident que quand vous faites fonctionner votre entreprise avec des CDD à répétition, et il y a une précaution sur certains secteurs économiques dont on sait qu'ils ont besoin de contrats saisonniers, il y a une analyse qui est faite quand même sectorielle, mais plus vous allez consommer du CDD d'usage, plus vous allez évidemment provoquer de l'assurance chômage. Et donc plus vous allez consommer les crédits de l'assurance chômage. C'est assez logique que finalement, ceux qui utilisent
des relations professionnelles consommant les crédits contribuent un peu plus que les autres. Je voudrais revenir quand même d'un mot simplement sur la mesure de dégressivité des cadres. Moi, je pense qu'elle a quand même deux intérêts. Un, les chiffres montrent que les rémunérations les plus élevées sont celles qui finalement arrivent à rester le plus longtemps en situation de demande d'emploi, qu'on ne peut pas nier... Chiffres que contestent les syndicats. En tout cas, chiffres donnés par notamment Pôle emploi et l'INSEE au jour d'aujourd'hui. Et je rappelle que les syndicats participent à la gestion de Pôle emploi, puisque c'est la fusion de la NPE et de la CEDIC, donc ils ne sont pas pour rien dans le dispositif. Deuxième sujet qui me paraît quand même très important aussi sur cette dégressivité, c'est qu'elle est commencée par une partie de la population des demandeurs d'emploi. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir évoluer, on va pouvoir regarder si c'est efficace ou pas. Mais moi, je suis favorable. Vous voyez, j'avais raison. Mais on commence par une partie de la population, ça s'étendra. Je vous ai écouté. Mais vous confirmez. Et je préférerais que vous ayez la même courtoisie, si tant est que ça soit possible pour vous. Donc, ce n'est pas insultant. Allez. Non, je ne suis pas insultant. Je constate juste que vous coupez la parole aux gens. Précise. Ce que je n'ai pas fait avec vous. Mais ça n'empêche pas. On peut être précis et courtois. Et on peut faire de l'amalgame et parler à tort et à travers. Vous voyez, vous n'êtes donc, deuxième point, ce que je voulais dire, c'est que moi je suis favorable à l'indemnisation par palier. On est aujourd'hui en France dans une situation paradoxale. Et il y a beaucoup de Français qui s'en émeuvent. D'un côté, il y a encore près de 3 millions de chômeurs. De l'autre côté, on a plusieurs centaines de milliers d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. 6 millions de où les employeurs disent clairement qu'ils ne trouvent pas les personnes pour occuper les postes de travail. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a bien un mécanisme à mettre en place, formation massive des demandeurs d'emploi, mais aussi incitation. Et je dirais presque obligation des demandeurs d'emploi à prendre les offres qui leur sont présentées, parce que sinon, le système va se bloquer. On va avoir d'un côté des dépenses d'assurance chômage lourdes, et de l'autre côté une économie qui va être pénalisée. Du coup, la mesure pour favoriser les démissions, pour changer d'emploi, changer de métier, se reformer, ça vous acceptez? Bien sûr, elle est même indispensable. Ce qu'on appelle la transition professionnelle de manière générique. Après, il y a eu des supports de contrat. Mais je crois que ça, c'est vraiment un produit d'avenir. Alors, il n'est pas de création française, si je puis dire. Il vient notamment des pays scandinaves. Ce qu'ils ont appelé la flexi-sécurité, qui était d'amener de la sécurité professionnelle par la formation, mais aussi de la flexibilité du marché du travail en incitant les personnes à changer d'emploi et évoluer plus vite. Je voudrais juste répondre sur quelques points. Tout d'abord, la dégressivité. Il faut savoir que beaucoup de cadres qui touchent plus de 4 500 €, qui se retrouvent au chômage, ont plus de 50 ans, parce que c'est normal, c'est plutôt dans la deuxième partie de la carrière qu'on est très bien payé. Or, on sait aussi statistiquement, avec les mêmes sources que vous donnez, M. Hénard, que ces chômeurs-là auront beaucoup plus de mal à trouver de l'emploi à cause de leur âge. Ce ne sont pas des gens qui profitent du système. Ce sont des gens qui, je le répète, sont victimes du système. Deuxième point, je ne sais pas si vous avez... Laurent Jacobelli, on va devoir s'arrêter là parce que... Quand on a une commande... Rapidement, il va falloir qu'on passe au JT. Je vous laisserai répondre juste après le journal, juste après notre nouvelle édition. Bon, très bien. Une nouvelle édition marquée par la suite et la fin du procès des époux Balkany qui s'achève ce mercredi. On va retrouver Noémie Schulz au tribunal de grande instance de Paris. Le maire de Levallois-Perret qui devrait prendre la parole. Noémie, l'arrivée de Patrick Balkany est imminente. Oui, on attend ici Patrick Balkany pour cette dernière journée d'audience décisive pour lui et pour son avocat Éric Dupond-Moretti. Vous voyez sans doute derrière moi, il y a plus d'une centaine de personnes qui font la queue alors que l'audience ne doit pas commencer avant encore une demi-heure. Plus d'une centaine de personnes qui attendent de rentrer dans cette salle d'audience pour assister à la plaidoirie du très médiatique Éric Dupond-Moretti qui va avoir un objectif, éviter à son client la prison ferme. Le maire de Levallois-Perret sait qu'il ne pourra pas échapper à une condamnation. Il a reconnu une partie de la fraude fiscale, mais depuis le début de ce procès, il maintient qu'il n'a jamais été corrompu, qu'il n'y a pas eu de pacte de corruption avec Mohamed Al-Jaber, contrairement à ce qu'estime l'accusation. Le parquet national financier qui, la semaine dernière, a requis une peine très lourde, 7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate contre Patrick Balkany. Son avocat, donc, cet après-midi, devrait redire que cette peine, elle est totalement disproportionnée. Il va mettre en garde le tribunal contre la tentation d'une condamnation pour l'exemple. Éric Dupond-Moretti qui au début du procès avait demandé en vain le remplacement du président du tribunal qu'il juge partial dans cette affaire de fraude fiscale. Après sa plaidoirie, les prévenus auront une dernière fois la parole. Ils pourront s'adresser une dernière fois au tribunal et puis ce sera la fin de ce procès Balkany. Le jugement sera mis en délibéré et rendu sans doute dans le courant du mois de septembre.
Merci Naomi Schulz avec Olivier Gangloff. Il s'agissait de l'ultime recours pour Nicolas Sarkozy. Il a été rejeté. Il sera donc jugé pour corruption. Dans l'affaire des écoutes, l'ancien chef de l'État et son avocat sont soupçonnés d'avoir tenté d'obtenir des informations secrètes en marge de l'affaire Bettencourt auprès d'un membre de la Cour de cassation. On va revenir sur ce jeune homme donc, qui est suspecté d'avoir fauché 2 enfants à Lorient, arrêté hier matin. Il a été mis en examen pour homicide involontaire notamment. C'est un sujet de Sybille Delette, Mickaël Chailloux et Jean-Michel Decaze. Il a passé sa première nuit en prison après 9 jours de cavale. Kylian, 20 ans, a été arrêté hier dans cet hôtel à quelques kilomètres de Lorient. Il y serait arrivé la veille, d'après les premiers éléments dont nous disposons. Les mesures immédiatement prises par la police ont permis son arrestation sans résistance de sa part. Jacques travaille à proximité. Il a assisté à l'arrestation. L'interpellation a été très rapide, sans violence, sans rien, pas de bruit, pas de gyrophare en arrivant, bien sûr. Et ils ont interpellé l'individu, ils l'ont mis dans la voiture et ils sont partis. Les cheveux coupés, le bouc rasé, il avait modifié son apparence. C'est pourtant l'appel à témoins qui a permis au personnel de l'hôtel de le reconnaître. Un chauffard, un délinquant, un criminel qui renverse et qui tue des enfants du pays. On se rend bien compte l'onde de choc que ça a créé à Lorient et on se rend bien compte effectivement que tout le monde était derrière la police pour réussir à traquer, arrêter ce fugitif. Devant le juge d'instruction, il a reconnu être le conducteur de la voiture et avoir provoqué l'accident. Mis en examen pour homicide involontaire, refus d'obtempérer, conduite sans permis ni assurance et délit de fuite, il encourt 10 ans de prison. Et puis rapidement, cette information, Michel Platini est sorti de garde à vue, l'ancien patron de l'UEFA qui a passé plusieurs heures donc, dans les locaux de l'Office anticorruption de la police judiciaire. Il était interrogé notamment sur des soupçons de corruption, sur les conditions d'attribution du Mondial 2022 et sur l'organisation de l'Euro 2016. Laurent Hénard, vous êtes maire de Nancy, dont il vient. Michel Platini, rapidement votre réaction. On est soulagé. Enfin, la famille Platini est du PIO. Michel Platini a été un joueur vedette de la SNL. Équipe dont on est évidemment solidaire, y compris dans le moment difficile passé. C'est vrai que tout le monde a été affecté par les accusations, par le lancement de procédures. Donc, voir qu'après une très longue audition, il ressort bien. Voilà, c'est, je crois, un soulagement pour les Nancéens, en tout cas. Oui, Michel Platini qui s'est dit également très serein. Retour au débat, donc avec Laurent Hénard et Laurent Jacobelli. On parlait du chômage. Laurent Jacobelli, je vous ai coupé pour l'actualité. Oui, je vous laisse terminer. Priorité au direct. Chose dit, chose due. Non, mais simplement, imaginez un patron de PME qui a une nouvelle commande. Cette commande qui peut remettre son entreprise à flot. Forcément, il va engager des CDD pour pouvoir donner la production. Imaginez si demain, ces CDD, les charges sociales sont soumises à un malus. Que fera-t-il ? Il sera dissuadé d'employer. Et donc, on mettra en danger un certain nombre de PME et on ne permettrait pas le retour à l'emploi d'un certain nombre de personnes. Une fois encore, taper sur ceux qui font vivre l'économie n'est pas une solution. Ce ne sont pas les PME qui sont visés, Laurent Hénard, par cette mesure. Pas directement. J'imagine bien que quelqu'un, j'espère en tout cas, quelqu'un ne s'est pas dit au sein du gouvernement, tiens, on va faire mal aux PME. En revanche, le recours au CDD, qui est déjà très encadré, est parfois une soupape de sécurité pour les entreprises. Si même là, même cet appel d'air, dans un environnement économique très compliqué et très CDD, instable... En fait, vous voulez parler des CDDU, hein ? Tous. Le contrat d'usage, c'est pas exactement la même chose. C'est pas la même chose, mais on voit bien qu'on est en train d'aller vers une taxation du CDD, CDDU pour aller vers le CDI. De même qu'on est en train d'aller, pour les chômeurs, vers une baisse de l'indemnisation dans le temps. On parlait des cadres et vous nous l'avez confirmé. Ça sera généralisé à tous. On prend le problème du chômage par le mauvais bout. Il faut créer des emplois. Laurent Hénard. Je ne voulais pas confirmer, je suis pas ministre du Travail. Non, mais... Je vous ai donné mon point de vue et ma conviction personnelle. Mais vous faites partie... Je ne sais pas si vous avez été au chômage. Non. Voilà. Alors moi, je l'ai été presque une année. Chef d'entreprise. Je l'ai été presque une année. Et je suis devenu chef d'entreprise, puisque avant d'être élu maire de Nancy, j'étais avocat et je faisais tourner mon petit cabinet, c'était une TPE. Mais je voulais revenir là-dessus parce que j'ai été au chômage presque un an. Le chômage, c'est vraiment, l'emploi, c'est vraiment comme le sport, quoi. Quand on arrête, on perd vite. Voilà. Donc avoir un système d'assurance chômage qui remet le plus vite possible en emploi les demandeurs d'emploi, c'est fondamental. Y compris même parfois s'ils ont l'impression qu'on les aiguillonne un peu trop avec une dégressivité.
Je veux dire, l'essentiel, c'est de se retrouver au boulot. Et plus on passe de temps au chômage, plus finalement on perd en employabilité. J'aime pas le mot, mais plus on perd en agilité, en capacité à s'adapter. C'était pour dire pourquoi je défendais ce point de vue. Sur les CDD, je voudrais rappeler le contexte dans lequel ça intervient quand même. Ça intervient dans un contexte d'allègement des charges sociales générales. Donc ça veut dire que les charges sociales vont baisser sur tous les contrats de travail et pour tous les employeurs. Bien sûr, on a tous à cœur le développement des TPE. Et ça veut dire que ces charges baisseront moins pour les contrats à durée déterminée d'usage, qui ne sont pas tous les CDD. Vous êtes sûr de ça ? Tous les CDD. Je CDD. ne vous interromps pas, mais je vous pose une question. Vous êtes sûr de ça, que les charges sociales vont réellement et massivement diminuer ? Bien sûr, oui. Bah écoutez, j'espère que vous avez raison, mais je pense que beaucoup de patrons de PME qui nous entendent... Non, mais c'est un processus qui va s'étaler sur 18 mois, mais qui a été indiqué au Parlement, qui a quand même été accueilli plutôt positivement de ce que j'ai entendu dans ma ville par les chefs d'entreprise, et qui est nécessaire d'ailleurs. On est un des pays qui taxe le plus le travail. Donc c'était important, je pense, d'enrayer cette mauvaise évolution. Rapidement, juste pour terminer sur ce thème, concernant Pôle emploi, on avait parlé de beaucoup de reformation, de changer les choses. L'annonce de 1000 postes créés pour suppléer et aider ce qui est déjà en place. Oui, mais c'est indispensable. Mais est-ce que ça suffit pour vous ? En un mot, et comme ça, Laurent Jacobelli a le temps de répondre. Moi, d'un mot, simplement, on a en France 3 à 4 fois plus de chômeurs pris en charge par un agent d'emploi. Par rapport à la Grande-Bretagne comme par rapport à l'Allemagne. C'est intéressant de voir ça d'ailleurs. Les Allemands, les Anglais, c'est pas le même système économique et social. Pourtant, les deux ont décidé qu'il ne devait pas y avoir plus de 200 demandeurs d'emploi gérés par un conseiller. Bon. Rapidement, en un mot. C'est un pas dans la bonne direction. Il faut mettre des moyens en formation. Nous avons 9% de chômeurs. Les pays que vous citez ont 5% maximum, voire moins 3% pour les États-Unis. Là, on pourrait parler de dégressivité. Juste, il faut créer des emplois. On n'a plus le temps, M. Jacobelli. Il va falloir finir avec les 516 000 travailleurs détachés et créer des emplois pour les Français. Et je le répète, quand l'État achète, il faut arrêter notamment d'acheter des trains canadiens et acheter français. Merci beaucoup. On va devoir s'arrêter là tout de suite. C'est la chronique économique d'Éric.